Elle s'appelait Jazaïr des Beni Méghena, du nom de la tribu Amazie qui y habitait, puis, Jazaïr Taaliba, en référence à une tribu ulalienne arabe qui s'y est établie à partir du XIIIe et XIVe siècle. Elle deviendra Al-Jazaïr tout court, les îles. Nom que les Français ont légèrement adapté à leur langue, Alger. Une ville bâtie en forme d'amphithéâtre à la mode grecque antique depuis qu'Alger. Pour Athènes, notre capitale se nommait Icosium. Au XVIIIe siècle, durant la période ottomane, de 100 000 à 120 000 habitants y vivaient, musulmans en majorité, mais aussi des dizaines de milliers de juifs et de chrétiens. La plupart, musulmans et non musulmans, étaient venus de différentes et lointaines contrées. La ville donnait sa chance à ceux qui n'en avaient pas eu dans leur pays de vivre dans la dignité, Italiens, Albanais, Turcs, Grecs. Y ont exercé le pouvoir du fait de cette ouverture. On pouvait y devenir des pachas du pays à l'instar de Hadj Hussein Mezzo Morto, Hadj Hassan Veneziano, Corso, Arnaout et d'autres. Alger disposait d'infrastructures bien meilleures que celles des grandes villes méditerranéennes mondiales. Elle était dotée de plus de 60 cafés, dont les plus célèbres étaient Al-Kawa El-Kebira, El-Kawa Seguira, Kawet la Riche. Ses habitants se sont abreuvés et rassasiés dans des fontaines publiques encore plus nombreuses que ces cafés. Elle disposait de 33 hammams à une époque où des rois en Europe ne connaissaient pas encore ce que c'étaient les toilettes. Elle pouvait dormir tranquille grâce aux 12 000 soldats répartis entre 8 casernes qui veillaient bien à sa sécurité, contrairement à la thèse galvaudée par certains sur l'occupation turque. La ville a prié dans plus de 120 mosquées, zaouïas et mausolées, dans des synagogues et des églises. Les enfants de la ville ont appris à lire et écrire dans les madrasas, les zaouïas, les midrashim, écoles juives. Ils ont lu également dans les warakat, librairies, au quartier Al-Kisariya, destination des étudiants, des instruits et des savants. La ville disposait de souks réputés dans toute la Méditerranée, qui s'étendaient de Bab Azoun à Bab el-Oued, sans compter les marchés dans les quartiers Oumet, comme les magasins de Sidi Abdallah, au bas du quartier de Sidi Mamed ou ceux de Ben Rabah, au mur de Soustara. Au cœur d'El Badja, comme on appelait la ville, il y avait de nombreux fondouks, hôtels/auberges et des cabarets et des tavernes pour égayer les voyageurs, les commerçants ou tout simplement des gens de passage de toute nationalité. Hors des murs, des tagarins à Bouzarea, de Bab el-Oued, de Marsaï Daban, Pointe Pescade ou de Djenan Mustapha Pacha, champ de manœuvre et Télémli, mais aussi à Djenan Mustapha Pacha, champ de manœuvre et Télémli, Hydran, Bir Mourad Raïs et Bir al-Kadem, il y avait des jardins et des vergers splendides, des villas et des palais. Tel était Alger au temps de sa splendeur et de sa gloire. Je le dis et le rappelle pour ceux qui ne la connaissent et ne la voient qu'à travers les yeux de ceux qui en ont détruit les 2/3 durant les premières années de l'occupation coloniale au nom d'une prétendue mission civilisatrice. Je me suis souvent demandé à quoi pouvait ressembler l'Algérie avant la prise d'Alger par les Français en juillet 1830. J'ai pu enfin assouvir ma curiosité grâce à un petit livre édité en 1960. C'est-à-dire au paroxysme de la guerre d'indépendance. Ce petit livre, Histoire d'un parjure, on le doit à un Français, Michel Abar, qui a basé son travail sur les écrits laissés par les généraux de la conquête. Voici ce que disent de ce pays, tels qu'ils l'ont vu avant d'y mettre le feu et d'y répandre le sang, quelques-uns de ces criminels, colonel Saladin, rien de comparable en Europe à la région de Blida. Saint-Arnaud, la Kabylie est superbe, un des pays les plus riches que j'ai jamais vus. Gentry de Bussy, pays couvert d'arbres fruitiers de toute espèce, jardins cultivés jusqu'à la mer, grande variété de légumes, grâce à un système d'irrigation très bien entretenu par les Maures. Je suppose que vous auriez sans doute aimé naître et grandir à cette époque où l'Algérie, sans pétrole et sans gaz, se débrouillait plutôt bien et offrait du bonheur. Ce bonheur, elle ne se contentait pas de l'offrir à ses enfants. L'étranger qui s'y aventurait finissait toujours par y rester et à s'y faire adopter. L'attraction exercée par ce pays était telle, d'ailleurs, signale Michel Abar,
que les capitaines de navires accostant au port d'Alger interdisaient aux matelots de descendre à terre de peur de les voir s'évanouir dans la nature. Mieux que cela, de nombreux soldats espagnols désertaient leur garnison d'Oran et venaient s'installer à Alger en qualité d'esclaves, condition qu'ils jugeaient plus humaine que celles qui étaient la leur dans l'armée d'occupation. Je gage qu'à cette époque-là on était à 1 million de marins de penser qu'un jour viendrait où des Algériens affréteraient des rafiaux pour fuir leur Eldorado.